Et voici qu'apparaît de nouveau James Andanson. Monsieur Al-Fayed avait requis les services d'un détective privé qui était un ancien de la criminelle, qui a demandé à ses lieutenants d'identifier toutes les voitures de tous les photographes qui ont suivi Diana depuis le jour où elle a mis les pieds à Saint-Tropez. Et donc ils sont tombés effectivement comme une lumière rouge qui s'allume, comme quoi en dansant avec une Fiat Uno. La criminelle a été donc saisie de cette information qu'ils n'avaient pas trouvée apparemment. Et ils ont évidemment retrouvé cette Fiat Uno qui appartenait effectivement à James Andanson, qui lui-même avait suivi Diana pour arrêter. Évidemment, James Andanson fait partie des premières personnes interrogées par la police. Il confirme. Oui, il est bien le propriétaire d'une Fiat Uno blanche, mais non, il n'était pas à Paris ce soir-là, mais à Lignières, auprès de sa femme. Parallèlement, la rumeur enfle sur la possibilité d'un complot fomenté par des services secrets, anglais évidemment. Moi, je pense sincèrement qu'il n'était pas le conducteur de la Fiat Uno. Je le pense doublement d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas de Fiat Uno impliqué dans l'accident. Finalement, cette piste de la Fiat Uno de James Andanson ne mène nulle part. James Andanson sortira totalement blanchi de cette bien mystérieuse affaire de la Fiat Uno. Et ce, après de longues enquêtes de la police française, mais aussi de la police britannique. Et pourtant, le journaliste Francis Gillery reste persuadé que James Andanson était bien là, ce soir-là, sur les lieux de l'accident. Le fait que Andanson ait pu être présent sous le tunnel de l'Alma, ça je le crois. Et ça nous ramène à ce qui s'est passé ce soir-là, où il y a encore beaucoup de mystères. Mais James Andanson était quelqu'un de très bien informé, qui était toujours aux meilleures places. Et mon hypothèse, c'est qu'il savait qu'il allait se produire quelque chose. Et il savait qu'il allait se produire quelque chose sous le tunnel de l'Alma. À l'appui de cette affirmation, des confidences faites à Gillery par un ami d'Andanson, l'écrivain Frédéric Dard, le père de San Antonio. C'était en juin 2000, un mois tout juste après la mort du photographe. J'étais proche de Frédéric Dard et il m'a dit, tiens, il faudrait que je te parle de mon photographe. Et je n'étais pas branché sur Diana à l'époque. Puis son photographe, il m'a dit James Andanson. Je ne savais absolument pas qui était James Andanson. Et donc il me dit, tu sais, c'est extraordinaire. Il m'a raconté qu'il était sous l'Alma quand Diana est morte. Qu'il était en moto et qu'il avait, plus malin que les autres, pu partir. Ça, c'était James Andanson. C'était un personnage extrêmement hâbleur, qui adorait le mystère, la mystification, mais qui adorait aussi raconter quels étaient ses exploits. Et là, c'était un exploit. L'affaire de la mort de Diana, une affaire mondiale, et il était dedans. Un autre homme a toujours été sceptique. C'est Mohamed Al-Fayed. Le milliardaire soupçonne Andanson d'être proche des services secrets britanniques, le MI6. Il le tient de l'ancien agent Richard Tomlinson, qui évoque l'appartenance de certains photographes français à une officine de renseignement anglais appelée UKN, proche du MI6. Évidemment, c'est vers Andanson que les soupçons se portent. Quel autre photographe démontre son amour pour la culture anglo-saxonne? Encore et toujours la rumeur. Il y a des gens qui se présentaient comme des amis à lui et qui travaillaient dans le milieu des sociétés de sécurité privées britanniques. Et donc qui eux-mêmes disaient qu'ils connaissaient bien Andanson et qui me laissaient comprendre qu'ils bossaient avec lui. Là, on est vraiment dans la spéculation. Je crois qu'on l'est d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, Andanson était très hâbleur, se vantait beaucoup et il en rajoutait, enfin. Ça faisait bien dans la carrière d'être aussi un agent des services secrets. Mais ça marche pas comme ça, les services secrets. Et les services secrets anglais ou israéliens ou autres ne marchent pas comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'être membre des services secrets. On rend des services, ou plus exactement, on est approché par les services qui vous demandent, en telle ou telle occasion, de leur donner un petit coup de main ou des informations. Alors ça, c'est possible, mais c'est pas être membre des services secrets. Les enquêteurs britanniques tenteront de mettre les choses au clair et concluront dans le fameux rapport Opération Paget. Il n'y a aucune preuve que James Andanson ait travaillé pour le MI6 ou ait eu des liens avec ce service. Décidément, cette affaire Andanson est incroyable. On la croirait sortie du cerveau malade d'un scénariste fou de Hollywood, un film à grand spectacle. Pour couronner le
Et c'est carrément la cerise sur le gâteau. Voici encore une nouvelle rumeur qui va toucher James Andanson. Elle est liée à la personnalité pour le moins étrange de Jacques Monsieur, son voisin et son ami dans le petit bourg du Cher où il vit. Retour à Lignières donc, en plein centre de la France, un village magnifique où il fait bon vivre, un tout petit village, mais qui curieusement a le don d'attirer des personnages aux parcours extravagants. Bienvenue au Pôle de l'Âne, un très beau haras appartenant au Conseil général du Cher. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps, y vivait Jacques Monsieur, un personnage lui aussi. C'était un ancien officier des renseignements militaires belges qui s'était reconverti dans les affaires et qui était fortement suspecté d'être un trafiquant d'armes en liaison ou pas en liaison avec les services belges et travaillant à la fois en Afrique, avec l'Iran, et enfin faisant des choses importantes. Encore un hasard extraordinaire. Croisés dans le même petit village, deux personnages aussi sulfureux que Monsieur et Andanson. Mais peut-être n'y a-t-il pas de hasard. C'est Andanson lui-même qui aurait fait venir Jacques Monsieur à côté de chez lui, alors qu'il cherchait une base, un repli dans la campagne française. C'est lui qui l'aurait appelé pour lui dire: écoute, à côté de chez moi il y a une propriété qui s'appelait les Amourettes. Les Amourettes, et lui, sa propriété s'appelle The Manoir. Et c'est lui qui aurait amené Jacques Monsieur dans les parages pour, nous aurait-on dit, travailler avec lui dans son commerce international. C'est évident que le colonel des services secrets belges, Jacques Monsieur, étant chargé notamment de vendre des armes à différents pays plus ou moins fréquentables, les pays du T9 selon la loi américaine ou sous embargo, c'est évident que le photographe, comme il avait de nombreux contacts avec des chefs d'État du monde entier, notamment ceux des républiques du Caucase, il était à même de lui faciliter des ouvertures. Soyons clairs, James Andanson n'a jamais été soupçonné d'avoir trempé dans un quelconque trafic d'armes. Quelque temps avant sa mort, les affaires de son voisin, Jacques Monsieur, ont commencé à mal tourner. En 1996, sa maison à Lignières est perquisitionnée. Le juge y trouve de nombreux documents apportant la preuve que Monsieur est au centre d'un commerce d'armes international. Bosnie, Qatar, Congo, Angola, protégé par les services secrets français, Monsieur ne sera mis en examen qu'en mai 1999. Si l'on considère que la mort d'Andanson est d'origine criminelle et qu'elle peut avoir un lien avec Jacques Monsieur, cela veut dire qu'Andanson gênait ou qu'il en savait trop. Est-ce que Andanson a pris des photos, effectivement, de Jacques Monsieur en train de négocier des ventes d'armes avec des personnages importants? Why not? L'éventuel assassinat de James Andanson ne pourrait donc trouver d'autre explication que dans la proximité du photographe avec l'une de ces trois affaires. Mais laquelle? Quel secret sur Bérégovoy, sur Diana ou sur ce trafic d'armes connaissait-il? Le suicide, franchement, rien ne peut justifier un suicide. Parce que Andanson était un homme qui aimait la vie, qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'avait pas de problème d'argent. Les affaires marchaient bien, très très fort pour lui. Donc on voit pas du tout ce qui aurait pu le motiver à un suicide. D'autant qu'en mai 2000, il était en train de préparer la communion de sa fille Kimberley, à laquelle il avait prévu d'inviter 150 ou 200 personnes. Donc quand on prépare une fête pour sa fille, qu'on n'a pas de problème d'argent, que tout marche bien, on ne voit pas du tout ce qui peut motiver un suicide. Et ça, elle marche bien là? Attends, plus de problème? Il faut attendre un tout petit peu. Bon, parce qu'on va retourner là-bas en 4x4. J'ai oublié de te dire, on a oublié de refaire 2-3 plans importants là. Oui. Les enfants avec leurs petites valises carrées. On attend toujours le dossier caché, le témoignage, l'aveu, qui ferait enfin coïncider la vie et le roman d'Andanson. Non, pour moi, il a peut-être fait une action de trop, quoi. Ou il était trop loin, parce qu'il était quand même têtu, très entêté. Et comme... Ben, j'en sais rien dans ses relations ou autres. Est-ce qu'il a trouvé un dossier? J'en sais rien. Est-ce qu'il a pas eu la photo qu'il fallait pas? Est-ce qu'il a fait... La photo de trop. Un fantasme de plus sur une profession décriée et qui s'en le souffre. Une profession qui aime jouer avec le feu. J'avais donné des coups de sonde dans le milieu des photographes et j'avais senti un silence et une gêne. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut?